Monsieur le Président, chers collègues, j'aborderai brièvement en quelques points et questions la section ressources humaines du budget primitif 2025. Comme chaque année, et même si les effectifs sont relativement stables, les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,03% et s'élèvent cette année à 477,7 millions d'euros, soit plus 9,5 millions d'euros. Cette augmentation est principalement due à la hausse de la cotisation patronale, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et à la majoration de la cotisation patronale maladie des fonctionnaires, le tout pour un total de 8,1 millions d'euros. En revanche, le fameux glissement vieillesse-technicité, GVT pour les intimes, qui rend compte de l'avancement de carrière des agents via les avancements d'échelon, avancement de grade et promotion interne, lui, hélas, évolue peu cette année. Il s'élève à 5,5 millions d'euros pour 5,3 millions d'euros en 2024. Et pour cause, en 2024, aucune décision réelle concernant une revalorisation du point d'indice n'est intervenue au détriment du pouvoir d'achat des agents les plus modestement rémunérés. Rappelons, tel qu'indiqué dans le rapport social unique 2023, que 17% d'agents sont en catégorie B et 38% en catégorie C. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je vous avais soumis avec un peu d'humour l'année dernière la proposition de mettre en place une prime au pouvoir d'achat telle que l'État l'avait prévue et préconisée. Ma proposition ne fut hélas pas pour une fois couronnée de succès l'année dernière, mais vous connaissez mon côté quelque peu tenace. Je me permets donc, en ce vote de budget, de réitérer ma proposition d'établissement d'une prime de pouvoir d'achat pour tous les agents. Par ailleurs, je m'interroge aussi sur le montant d'1,8 million d'euros lié à la formation qui est inchangé par rapport à 2024. Pourriez-vous me donner quelques éléments d'explication? Est-ce du fait de moins de propositions de formation, du fait de moins de demandes des agents? Y a-t-il eu des préconisations de priorisation des demandes de formation? Enfin voilà, j'aimerais avoir un éclairage sur la formation. Je ne pourrais terminer mon propos aussi, bien sûr, sans citer les mesures positives prises en matière de ressources humaines que nous approuvons, le maintien des services civiques, le dispositif à destination des boursiers, même si nous nous inquiétons de le voir réservé aux troisième année en 2025, la décision en 2023 aussi de passer la prise en charge des transports en commun à 75%, tout ça, ça va bien sûr dans le bon sens et nous vous en remercions. Toutefois, ce qui fait aussi l'attractivité d'une collectivité, ce ne sont pas seulement les avantages financiers. Il y a aussi la capacité avec laquelle on peut y évoluer, d'où l'importance des formations, de la promotion interne, mais aussi de la reconnaissance qu'on peut y trouver. C'est d'autant plus vrai dans une collectivité comme la nôtre, centrée sur des missions de solidarité humaine, solidarité territoriale, des missions de service public essentielles, mais très souvent, on le sait bien, délicates pour nos agents au contact de nordistes, parfois en grande difficulté, ce qui, hélas, peut aussi occasionner tensions et parfois même violence. Je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Vous avez fait du retour à l'emploi la priorité de votre mandat, ce qui transparaît nettement dans votre document budgétaire. Le retour à l'emploi a d'ailleurs quasi remplacé les termes d'insertion et de lutte contre les exclusions. Mais cela est révélateur. Vous mesurez la réussite de votre politique à travers un seul et unique indicateur, le nombre d'allocataires qui sortent du dispositif. Je ne souhaite pas me lancer dans une bataille de chiffres, mais je tiens tout de même à rappeler que nous avons demandé à maintes reprises, en plénière mais aussi en commission, depuis le début du mandat, un bilan quantitatif et qualitatif des sorties du RSA, sans jamais vraiment obtenir de réponse. Sur ce plan, le rapport budgétaire confine une fois encore à l'exercice d'autosatisfaction. Vous évoquez la baisse du nombre d'allocataires dont la diminution s'est chiffrée à 15,7% entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2024, soit 16 828 foyers d'allocataires payés en moins. J'ai de mon côté pu vérifier les chiffres nationaux du revenu de solidarité active en France métropolitaine. Le pays comptait 2,1 millions d'allocataires en octobre 2020. Il en comptait 1 800 000
au troisième trimestre 2024. Devinez à combien se chiffre la baisse, à moins de 14,3%. Une différence donc de 1, 2 ou 3 points maximum, donc tout à fait anecdotique. Nous sommes donc sur le même étiage entre les chiffres nationaux et les chiffres du département du Nord. Les courbes se rejoignent. Je rappelle les chiffres, moins de 15,4% de locataires dans le Nord, entre 20 et 24, moins 14,3% au niveau national. Nous sommes dans la même tendance baissière. Malgré les incantations, il n'y a pas de petit miracle nordiste. Cela force à l'humilité aussi. Mais notre département est sur la même dynamique. Il suit exactement les mêmes évolutions nationales, totalement liées à la conjoncture macroéconomique. Rien de bien surprenant. La mission et la plus-value du département, à nos yeux, n'est pas de mesurer les hausses ou les baisses du taux de chômage et du nombre d'allocataires. La véritable mission du département est d'accompagner l'ensemble des publics précarisés en situation de pauvreté, ceux qui sont relativement proches de l'emploi, évidemment, mais également et peut-être surtout ceux qui sont exclus durablement du marché du travail et qui se retrouvent au banc de notre société. Sans accès aux loisirs, encore moins en vacances, mais aussi avec des problèmes de santé, de mobilité et bien sûr de logement. Pour ce public, le département est le dernier filet de sécurité. C'est une banalité de le dire, mais cela pose question au regard des désengagements que vous avez imposés depuis le début de mandat. Abandon par exemple du réseau d'insertion par la culture lâché par le département. Par ailleurs, nous constatons la démobilisation du département sur des sujets importants, prépondérants. Quel travail du département sur l'accès aux droits ? Alors que toutes les études statistiques le montrent, il y a environ 30% de non-recours aux prestations sociales, primes d'activité et RSA compris. Quel partenariat avec les structures de l'économie sociale et solidaire, secteur qui n'est plus du tout évoqué ? Quel soutien départemental aux associations caritatives, alors que les besoins d'aide alimentaire sont réels et ne faiblissent pas ? Madame Bécu, le rapport de votre délégation tient en 3 pages et ne contient que peu d'informations sur les orientations politiques et budgétaires. Concernant l'appel à projet insertion et retour à l'emploi, par exemple, quel bilan quantitatif ? Quel bilan qualitatif ? Quels sont les axes de travail du département, puisque l'actuel appel à projet se clôt cette année en 2025 ? Le rapport ne nous dit rien ou pas grand-chose. En l'état actuel des choses, le département du Nord poursuit ses actions largement centrées sur l'insertion professionnelle en doublon avec le service de France Travail. Un dernier mot sur la situation de l'opérateur. Depuis le 1er janvier, l'ensemble des bénéficiaires du RSA sont inscrits automatiquement chez France Travail. Cette arrivée massive n'a pas été précédée et ne sera pas suivie d'embauche. Les conseillers France Travail sont donc débordés et pris dans des tâches bureaucratiques, comme le souligne un article du Monde du 14 avril dernier. Je cite, « Chez France Travail, le profond malaise des conseillers donc, depuis la réforme du RSA. Au final, ni les chômeurs qui étaient jusque-là accompagnés, ni les allocataires du RSA ne verront une amélioration de leur suivi. On se demande bien quel était le véritable but de la réforme. Malheureusement, avec la dégradation du marché du travail, l'usine à gaz risque de créer davantage de pagailles et de situations difficiles. Merci de votre écoute. Monsieur le Président, chers collègues, les budgets de l'autonomie, ceux en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, représentent une part considérable du budget départemental. Près de 446 millions d'euros sont prévus en dépenses de fonctionnement pour les personnes handicapées et près de 426 millions d'euros pour les seniors. Il s'agit des 3e et 4e postes budgétaires de notre collectivité, derrière le RSA et l'aide sociale à l'enfance. C'est dire l'enjeu que représente le financement de la dépendance et de l'autonomie. Au niveau national, les débats sur le vieillissement de la population portent essentiellement sur la pérennité du système de retraite. C'est un sujet important, mais ce n'est pas le seul défi que pose le papy-boom. Les défis sont également liés au sous-investissement dans les maisons de retraite, aux difficultés de recrutement dans les métiers du grand âge, à l'accès aux soins médicaux. Il faut avoir ces chiffres en tête. Dans les années 2030 à 2040, le nombre de personnes de 85 ans et plus va augmenter de 58%. En 2050, 2,2 millions de Françaises et de Français seront en situation de perte d'autonomie contre 1,3 million en 2020. Le Nord n'échappera pas à cette situation. Notre département compte déjà le plus grand nombre de personnes âgées parmi tous les départements de France.
Nous savons aussi et surtout que la population vieillit dans des conditions difficiles avec des indicateurs de santé davantage dégradés et une fragilité sociale supérieure. Dans le Nord, le taux de pauvreté chez les personnes âgées est l'un des plus élevés, 18% contre 14% dans le pays. Une étude des petits frères des pauvres montrait la méconnaissance chez les personnes âgées du système d'aide sociale. Il y a un problème d'accès aux droits pour cette population. Près de 50% des personnes qui ont droit à une prestation sociale ne la demandent pas. Au niveau départemental, la priorité est donc claire à nos yeux. Il s'agit de consolider l'accompagnement des personnes âgées, notamment des plus modestes qui vieillissent moins bien et ont tendance à demander moins d'aide. Pour cela, il nous paraît nécessaire de renforcer le réseau CLIC du Nord. Leurs dotations n'ont pas évolué depuis 2017. Pourtant, les coûts de fonctionnement augmentent ainsi que leur charge de travail. Leur mission s'est également élargie en prenant la compétence de relais autonomie. Nous comptons sur le réseau des CLIC du Nord pour orienter et accompagner les personnes dépendantes. Ils doivent pouvoir compter sur le département du Nord. Au chapitre des dépenses en faveur des personnes âgées, il s'agit d'un budget quasi stable. Nous avons noté le ralentissement de l'APA qui progresse beaucoup moins vite que prévu. Est-ce que les besoins se tassent ou des personnes âgées renoncent-elles ou ont-elles des difficultés pour accéder à certaines prestations malgré leur dépendance ? D'après le rapport difficultés d'accès aux droits et discrimination liées à l'âge avancé de la défenseure des droits Claire Hédon, un quart des personnes âgées de plus de 65 ans déclarent être confrontées à des difficultés dans la réalisation de leurs démarches administratives et les personnes en situation de dépendance sévère ont 7 fois plus de risques d'abandonner leurs démarches que les personnes autonomes. C'est dire l'importance de faciliter l'accès aux droits en débloquant les moyens nécessaires pour informer, prévenir et accompagner les personnes en situation de dépendance. Sur le budget dédié au handicap, nous constatons l'augmentation des dépenses liées à la PCH qui progresse à hauteur de 19,1 millions d'euros selon les prévisions du document budgétaire 2025. En lisant le rapport, nulle trace de désengagement sur le secteur du handicap. Il faut feuilleter la Voix du Nord du 17 avril pour apprendre que les 9 services d'aide et d'accompagnement pour les parents porteurs de handicap sont sur la sellette en 2025. Les associations se disent en situation d'urgence absolue en raison de la suppression annoncée de leurs subventions départementales, plus de 700 000 €. Pouvez-vous, mesdames les vice-présidentes en charge de l'enfance et en charge du handicap, nous confirmer cette information et nous confirmer l'intervention de madame la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq auprès de l'ARS afin de maintenir en 2025 les fonds nécessaires? Confirmez-vous la fin définitive du soutien départemental? Merci de votre écoute et d'avance merci pour vos réponses. Monsieur le Président, chers collègues, ma collègue parlait à l'instant des services d'accompagnement et d'aide à la parentalité pour les parents handicapés qui allaient perdre leur subvention. Ce n'est pas le seul désengagement sur le champ de la protection de l'enfance, malheureusement. Nous avons en effet appris incidemment que le relais enfants-parents incarcérés des Hauts-de-France allait lui aussi devoir renoncer au soutien départemental en 2025. Il en est fait mention nulle part dans le document budgétaire. À la lecture du rapport, on voit bien par contre que des moyens financiers supplémentaires sont prévus pour la délégation enfance, famille et jeunesse à hauteur de plus 30,8 millions d'euros. Le budget présente cette nouvelle dépense comme un engagement volontariste du département du Nord. Soyons clairs, il s'agit pour nous de mesures financières de rattrapage par rapport aux passifs qui existent en matière de protection de l'enfance dans le Nord. Je pense notamment aux 700 places d'accueil supprimées en 2016 qu'il a fallu recréer alors que les besoins continuaient de se creuser. Votre rapport mentionne l'alerte de la défenseure des droits, Claire Hédon. Il cite l'enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l'enfance, mais il omet de dire clairement que l'aide sociale à l'enfance est en crise chronique depuis plusieurs années dans notre département. Nous le savons, l'État est aux abonnés absents sur cette politique. Il ajoute même de la crise à la crise en réduisant les marges de manœuvre financières des départements. Cependant, comme le rappelait le délégué régional de la magistrature dans les colonnes d'un grand quotidien régional, le département a une obligation de résultat. J'allais ajouter, quoi qu'il en coûte.
L'aide sociale à l'enfance n'aurait jamais dû être une variable d'ajustement budgétaire, car je suis convaincu que l'on paie aujourd'hui le retard de ce qui n'a pas été fait hier. Pour 148 enfants, il y a une situation de danger au domicile, a alerté un juge des enfants. Comment et dans quelles conditions seront-ils récupérés? Nous l'ignorons. Vous évoquez encore, dans votre document, l'utilisation des logements de fonction vacants dans les collèges pour ouvrir en urgence des places d'hébergement. Pourquoi pas? Nous y sommes même favorables, si les mineurs confiés bénéficient d'un accompagnement éducatif adéquat. Cependant, comme le rappelait nous souhaiterions en savoir davantage sur les relations entre le département et l'établissement social de l'enfance, les MEX, et notamment le PDSAE, qui doit jongler avec son équilibre. La question budgétaire est prépondérante. Malheureusement, le rapport ne propose pas une vision suffisamment claire des besoins et des moyens nécessaires qui doivent être débloqués pour l'aide sociale à l'enfance. Les orientations politiques, elles aussi, sont relativement obscures. À mi-mandat, nous ne disposons toujours pas sur cette politique de véritables feuilles de route partagées sur l'ensemble des problématiques et des priorités. Par exemple, la lutte contre les violences institutionnelles, la sécurisation des parcours des enfants ou encore le travail de prévention des sorties sèches pour les jeunes qui arrivent à l'âge adulte. L'ensemble de ces questions devraient faire l'objet d'un grand plan de mobilisation pour la protection de l'enfance dans le Nord, à l'instar des départements qui se sont engagés dans ce travail. La Seine-Saint-Denis, par exemple, a intitulé son schéma 2024-2028 « Toutes et tous engagés pour les droits des enfants ». L'occasion d'interpeller l'ensemble des institutions et des pouvoirs publics, car la prise en charge des enfants confiés est la responsabilité première du département. Elle est aussi l'affaire de tous. Merci de votre écoute. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, le budget prévisionnel de l'éducation se chiffre en fonctionnement pour 2025 à 109,2 millions d'euros. Il est en retrait par rapport au budget primitif 2024. L'investissement prévisionnel pour les collèges, quant à lui, s'élève à 63,3 millions d'euros contre 79,5 en 2024, 83,4 millions en 2023. Il y a donc un fort repli de l'investissement pour les établissements scolaires nordistes. Moins 20 millions en 2 ans, ce n'est pas neutre, c'est même considérable. Peut-on maintenir sur nos 202 collèges publics un niveau de maintenance, d'entretien et de travaux similaires d'une année sur l'autre avec une telle baisse de crédit? Il est permis d'en douter. Plusieurs lignes sont en nette diminution. Je citerai collège numérique, moins 3 millions, maintenance, gros entretien collège, moins 8,6, travaux, acquisitions, etc., moins 4,6. Comment les baisses ont-elles été décidées? S'agit-il de la conséquence du ralentissement général de l'investissement? Quels sont les besoins prioritaires? Il serait intéressant de pouvoir se projeter sur les investissements nécessaires pour les années futures. La crise énergétique, comme le changement climatique, montre l'importance d'avoir des bâtiments durables, économes et résilients. Il s'agit de préparer l'avenir. Pourquoi ne pas y réfléchir collectivement à travers la construction d'un véritable plan collège, comme il en existe dans de nombreux départements? Vous fléchez d'ailleurs dans le document 4 axes prioritaires: collège durable, collège inclusif, sécurité et bien vivre au collège. C'est bien, mais les sujets de réflexion sont nombreux. Renaturation des cours de récréation, aménagement favorable aux mobilités douces, modernisation des centres de documentation et d'information, fonctionnement des logements de fonction, etc. Il n'est pas encore trop tard pour lancer durant le mandat un projet pluriannuel d'investissement qui permettrait de hiérarchiser la réalisation des chantiers de reconstruction de collèges et de réhabilitation thermique. Sur ce point, le rapport budgétaire cite plusieurs collèges reconstruits ou en travaux. D'autres établissements scolaires sont sur la liste d'attente et nous espérons que le ralentissement de l'investissement ne pénalisera pas trop le démarrage des chantiers. Enfin, le rôle du département se situe aussi dans l'accompagnement éducatif et social des collégiens et de leurs familles. Il nous faut constater et prendre acte des mesures d'économie qui ont été décidées par votre majorité départementale.
Au risque de m'attirer la colère de Madame la vice-présidente, j'ai en tête la diminution des dotations au collège qui s'est traduite par une diminution de 1 million d'euros sur l'enveloppe des aides pédagogiques attribuées aux établissements scolaires. J'ai aussi en tête la baisse de crédit sur le projet éducatif départemental du collégien, PEDC, qui est doté d'une enveloppe de 1 million d'euros contre une enveloppe de 2,1 millions d'euros au budget primitif 2023. Et se mettre en colère n'enlève en rien la réalité des faits. Pour clôturer mon intervention dans un registre plus positif, nous soutenons sans réserve, cela va sans dire, le partenariat avec le Mémorial de la Shoah qui bénéficie d'une ligne de crédit de 300 000 € en 2025 afin de proposer des parcours de mémoire aux collégiens du Nord. Il s'agit d'une action volontariste et remplie de sens dans la période actuelle où les repères historiques, politiques et républicains semblent ne plus être aussi solides. Je vous remercie de votre écoute. Monsieur le Président, chers collègues, les politiques de culture, du sport et du tourisme ne représentent pas des budgets énormes pour notre collectivité. Concernant la culture, on parle d'une dépense de 14,9 millions d'euros en fonctionnement et de 6,7 millions d'euros en investissement, sur un total de 21,6 millions d'euros qu'il faut rapporter aux 3 milliards 285 millions de recettes de fonctionnement et aux 334 millions d'euros de recettes d'investissement. Nous sommes loin de dédier un petit pourcent du budget départemental en faveur de la culture. Pourtant, la culture n'est pas accessoire. Elle est essentielle pour nos territoires, pour les partenaires associatifs, les clubs sportifs, les acteurs culturels et l'ensemble des projets qui ne pourraient pas se monter sans des subventions de fonctionnement, sans des coups de pouce financiers de nos collectivités locales. Malheureusement, les difficultés sont prégnantes pour le secteur culturel. La loi de finances adoptée en février dernier a prévu une baisse de 150 millions d'euros du budget culturel de l'État. Dans un même temps, la ministre Rachida Dati a déclaré qu'elle souhaitait s'appuyer sur les collectivités pour favoriser la vie culturelle sur nos territoires. Elle a signé le 11 mars une convention d'engagement en faveur de la culture avec le président des départements de France. Mais cet affichage de façade, nous savons que la culture est sur la sellette. Il y a un écart grandissant entre les moyens qui ne sont plus accordés et les besoins qui s'expriment dans la vie culturelle, pour l'éducation artistique des jeunes, pour l'entretien du patrimoine, pour la production et la diffusion de spectacles vivants et pour le soutien au secteur culturel qui représente une énorme plus-value en termes de création de richesses, d'attractivité et d'emploi. Malheureusement, la culture n'échappe pas non plus aux coupes budgétaires au département du Nord. Vous prévoyez en effet une baisse d'1,2 million d'euros en fonctionnement, moins 8,8%, et une baisse de 1,5 million également en investissement, puisqu'il passerait de 8 à 6,5 millions d'euros, le programme équipement culturel perdant 1 million d'euros. Plusieurs dispositifs, du coup, ont été sacrifiés ou rabotés avec la baisse de 50% de soutien départemental au développement culturel en milieu rural et la suppression totale en 2025 du réseau d'insertion par la culture. Et il faut également souligner la non-revalorisation depuis des années des subventions aux acteurs culturels, malgré l'inflation qui a pesé et continue de peser sur leur budget. Sauvetage cependant in extremis de collège au cinéma, l'autre consolation puisque vous avez fait marche arrière par rapport à la suppression qui était annoncée et je vous en remercie. Alors en ce qui concerne la culture, évidemment, mérite mieux. En ce qui concerne, en revanche, les politiques touristiques et au niveau des espaces naturels sensibles, un grand satisfecit pour la politique du département qui reste effectivement consciente du soutien des acteurs du tourisme, particulièrement sur les territoires, et ça fonctionne très bien. Et vous avez raison, Monsieur le Président, de continuer à développer. Je citerai les 700 km de chemins de randonnée, les 90 km de voies vertes, les 21 boucles cyclotouristiques qui constituent un vrai réseau d'itinéraires cyclables sur plus de 800 km sur l'ensemble du département du Nord. Le réseau Point Neuf, relativement nouveau, avec effectivement le passage dans le bassin minier. Je vous conseille le café rando de l'Office de tourisme de Pécancourt dans le Douaisis, qui est un véritable lieu d'accueil et d'expertise touristique, puisqu'il y a 84 cafés rando au total sur le département du Nord. Et puis, évidemment, des dispositifs importants que vous avez raison de continuer à mettre en place, le dispositif Office du tourisme du futur et le dispositif micro-réseau touristique qui aide fortement les professionnels du tourisme à accueillir l'ensemble des touristes, des visiteurs sur notre beau territoire, et cela est une chose positive. Enfin, merci pour votre aide au niveau des espaces naturels sensibles, notamment, je citerai dans le Douaisis, la base sport nature de Rieulay, 250 000 visiteurs
visiteurs par an. C'est un vrai poumon sur notre territoire et qui effectivement bénéficie d'une forte aide de l'ensemble du département. Donc sur ce sujet-là, un véritable satisfecit sur cette politique touristique et au niveau des espaces naturels sensibles. D'ailleurs, le budget du tourisme passe de 3 millions à 3,3 millions d'euros. C'est très bien. Merci de votre écoute.